On est ensemble. On est ensemble. Certainement, il y a beaucoup de jours, on n'a pas été ensemble. Et alors que nous avons notre cadre d'échange ici, www.proinfo, toujours avec s.net, vous aurez nos informations. Vous allez entrer dans le cadre d'échange et nous allons discuter avec vous, nous allons interagir avec vous sur des questions de société, des questions qui intéressent le Congo, des questions qui intéressent notre pays. Mais simplement, il faut dire, ici j'interpelle le CESAC, présidé aujourd'hui par mon frère Bossembe Christian. Je ne sais pas s'il y a possibilité de recadrer les choses, surtout avec les émissions qui sont faites en ligne. En musique, très précisément par exemple. Il y a des choses qui sont dites parfois difficiles à digérer, difficiles à entendre. Même en politique, d'autres vont jusqu'à injurier sans détour, sans une autre forme, les autorités, les personnalités, les parents, mais ça ne fait pas bon à pouvoir suivre. Et c'est comme ça que j'interpelle au CESAC. Monsieur le président du CESAC, Christian Bossembe, bien entendu avec toute votre équipe, techniquement, n'y a-t-il pas moyen de censurer? Techniquement, n'y a-t-il pas moyen de sanctionner? Parce qu'une société qui ne sait pas encadrer les valeurs, qui fait la promotion des antivaleurs, comme nous les suivons à travers les YouTube, à travers les Facebook, à travers les réseaux sociaux de manière plus générale, mais c'est honteux de se dire finalement congolais. Ça, c'est une interpellation. Mais sinon, ce jour, nous allons échanger sur deux questions très importantes de mon point de vue. La première, c'est l'arrivée du Saint-Père en République démocratique du Congo, le pape François, qui arrive. Il y aura une messe qui sera organisée, sinon qui sera dite par lui à l'aéroport d'Indolo. Le site est correctement préparé aujourd'hui. Il va échanger avec les jeunes, je suppose les jeunes catholiques. Le site est correctement préparé. C'est le stade de martyrs. Il va échanger avec les autorités du pays et également les autorités de l'Église. Et cette arrivée nous permettra à nous de dégager une lecture sur son importance, l'attente pour les Congolais. Deuxième question, c'est en rapport avec la question de l'Est, la question qui nous passionne, la présence du M23 toujours. Et la question fondamentale, c'est de savoir qu'est fait la force régionale. Est-ce qu'on peut attendre quelque chose de bien de cette force-là? Vous connaissez notre réponse, nous disons directement non, parce que par le passé, nous étions en train de faire des analyses avec vous. Et nous allons faire le recul sur le mini-sommet de Luanda. A produit quoi? À ce stade, tout n'a pas été respecté. Que faire? Voilà, c'est autour de ces deux points. Le premier, c'est un rapport avec l'arrivée du pape. Est-ce que c'est la sorcellerie congolaise? Je ne sais pas. Le pape arrive le 31 de ce mois. Ça veut dire demain. Mardi, il sera ici. Le dimanche soir, au petit matin du lundi, la pluie s'abat sur Kinshasa et détruit ce qu'on prévoyait au stade de martyrs. J'ai entendu même certains dire, bon voilà, non, les Congolais sont terribles. Ils souhaitent même que le pape connaisse des cas ici en République démocratique du Congo pour que nous soyons responsables. Non, ça c'est très bête, c'est très fou.
Ces travaux ont été détruits par la pluie qui s'est abattue sur Kinshasa et il a fallu maintenant se rendre compte de l'évolution des travaux. Et c'est comme ça que l'Office Premier ministre et ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation Affaires coutumières, s'est rendu personnellement jusqu'à ce site-là du stade de Martyrs pour faire le constat. On lui a rassuré que les travaux vont reprendre. Mais le cap, c'est le jeudi, parce que c'est le jeudi qu'il est prévu cet échange entre le pape et les jeunes. Et donc, jusqu'au jeudi, les travaux vont prendre fin. Déjà à Ndolo, tout est fait prêt pour la tenue de la messe. Mais moi, Pascal Ouondji, ce qui m'intéresse le plus, c'est l'attitude que je vois dans le tronçon compris entre l'aéroport international d'Ndjili, que moi j'ai toujours surnommé le supermarché d'Ndjili, jusqu'en ville, sinon jusqu'à Limete. Les bouchons que nous voyions depuis tous ces temps, à ce jour, la route, sinon le boulevard semble être dégagé. Et je me pose la question, pourquoi? Pourquoi simplement maintenant? Pourquoi être très regardant simplement maintenant? Pourquoi être très sévère simplement maintenant? Pourquoi interdire simplement maintenant? Pourquoi sanctionner simplement maintenant? Comme si cela ne suffisait pas. Quand vous êtes à partir de Mikondo, vous avancez jusqu'à Ndjili, au niveau du pont. Il y a un assainissement qui est visible. On a tout chassé, ce qui était sale, aux abords du boulevard. Et je me disais, mais pourquoi on ne peut même pas mettre la pelouse et pour que ce soit propre? Et je me posais la question, pourquoi simplement maintenant? Pourquoi on ne faisait pas ça depuis tous ces temps? Pourquoi on laissait les gens vendre sur le boulevard? C'est alors que je me réserve d'abord à tirer la conclusion. Je quitte là. Je prends l'avenue Flambeau. Délabrée depuis tous ces temps. Je le disais, je redisais, je revenais sur cette question. On a bloqué l'avenue. On est en train de réhabiliter maintenant. Mais curieusement, le croisement Kabambare et Itaga, j'ai constaté, non, le croisement Flambeau et Kabambare, j'ai constaté qu'il y a trop de trous, mais jusque-là, c'est encore comme ça. Parce que la partie où on a fermé, c'est quand vous dépassez le croisement et ça va jusqu'au niveau de Bralima. Oui, c'était insupportable pour passer, c'est bon qu'on le fasse. Mais pourquoi simplement maintenant? Pourquoi simplement maintenant? Je vois les travaux, les trous qui étaient au niveau de la gare, de la place de la gare centrale. À l'espace d'un jour, on a bouché les trous. Et pourquoi simplement maintenant? Pourquoi simplement maintenant? Je fais le regard sur le passé. Le temps de Joseph Kabila, le peu de travaux qu'il a eu à réaliser dans cette ville, c'est lorsqu'on préparait la francophonie. Lorsqu'on organisait la francophonie. Et parce qu'on savait que beaucoup de gens vont venir, beaucoup d'autorités vont venir, beaucoup de personnalités étrangères vont venir, et vous allez vous rendre compte, on s'est battu pour les routes. Juste après, tout a été délaissé et délabré malheureusement. Alors voilà la question fondamentale. Pourquoi on laisse les choses pourrir alors que nous avons non seulement des capacités, mais également des outils pour rendre notre ville propre? La question fondamentale, pourquoi nous laissons pourrir les choses inutilement? Des petits travaux qui ne peuvent même pas demander 2 jours. Pourquoi nous ne sommes pas en mesure de les faire très rapidement? Les petits trous que nous voyons par-ci, par-là, pourquoi nous ne pouvons pas les boucher très facilement? Et c'est là aussi que je dis, le chef de l'État n'est pas aidé par les sociétés
appelés à réhabiliter nos routes. Ici, je vais citer l'Office des routes d'abord. Je cite l'OVD. Je cite ici l'Agence des grands travaux. Je cite l'OFONER. Je réponds. Je cite l'Office des routes. Je cite l'OVD. Je cite l'Agence des grands travaux. Et je cite finalement l'OFONER. Il n'appuie pas le chef de l'État. Ça, c'est mon point de vue. Pourquoi? Parce que je ne peux pas comprendre que ce que nous étions hier en train de critiquer ne soit pas fait. Et pourtant, vous suivez de temps en temps les cris du chef de l'État. Oui, je dois reconnaître. Là où c'est fait, c'est bétonné. C'est extraordinaire. Je prends l'avenue Université, enfin, l'avenue de la Victoire, c'est bétonné. L'avenue de l'Université, oui, quand vous dépassez Bongolo, c'est bétonné. Avant d'arriver à l'autre là où ça fait trop de bruit. Mais il y a un grand trou là. Il faut le faire. Mais le reste, jusqu'à Ezo, jusqu'au rond-point Gaba, c'est bétonné. Au niveau des capés là, il y a un grand trou. Mais on laisse. Et pourtant, dépasser, c'est un béton. Bien avant, c'est un béton. Mais le trou là, on a laissé. Est-ce que l'OVD ne voit pas? Est-ce que l'Office des routes ne voit pas? Est-ce que le FONER ne voit pas? Est-ce que l'Agence des grands travaux ne voit pas? On a laissé comme ça. Difficile de dépasser normalement. Quand vous êtes sur commerce, c'est bétonné. Je suis très d'accord. Quand vous êtes sur Bokassa, c'est bétonné. Beaucoup d'avenues sont bétonnées. Mais beaucoup restent encore à bien faire, à être bien fait. Et voilà pourquoi moi j'interpelle ces sociétés, ces entreprises appelées à arranger nos routes. Pourquoi? Parce que le pape vient, nous nous engageons pour afficher une bonne image de la ville. Pourquoi nous ne pouvons pas à chaque instant penser à la bonne image de la ville? Et je vois le gouverneur et son vice-gouverneur se déployer jour et nuit, sous soleil. Mais pourquoi vous ne le faites? Vous n'étiez pas en mesure de le faire depuis tout ce temps. Pourquoi simplement maintenant, cher gouverneur et cher vice-gouverneur? Des actions de tape-l'œil. Ah mais non, ça, moi je ne sais pas prouver. Mais espérons que ça va perdurer. Et comme on l'a fait, mais soyons en mesure de ne pas permettre que les gens vendent même les sols sur le boulevard. Au niveau du croisement, on appelle là, quand vous dépassez Pascal, mais c'était insupportable de voir même. Il faut voir ce qu'on a dégagé. C'est insupportable. Et après, lorsqu'il pleut, l'eau ne passe pas, on dit, bon voilà. Non, mais c'est parce que simplement, nous ne sommes pas organisés. Nous ne sommes pas organisés. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de créer la police d'hygiène? Une police d'hygiène qui suit derrière tout geste de chaque Congolais, de chaque Kinois. Vous jetez un papier, la police est là derrière vous. Mais ça va changer beaucoup de choses. Donc, vous créez la saleté, la police est là contre vous. À l'époque, je m'en souviens, la police, il y avait ce service-là qui contrôlait même les installations hygiéniques. Est-ce que c'est difficile de recréer ce service? Mais ici, je propose la police d'hygiène. Autant que nous avons la police pour la circulation routière, autant nous pouvons avoir, nous devons avoir la police pour l'hygiène aussi. Ce sera une bonne chose. Deuxième question. La deuxième question, c'est en rapport avec la situation de l'Est. Bon, moi, j'ai posé la question, est-ce qu'on peut attendre quelque chose de bien de pape? Je dis, moi, je n'entends rien. L'Église catholique, oui, parce que cette fois-là, on vient renforcer la croyance catholique. Mais de mon point de vue, croire que la présence du pape peut changer beaucoup de choses, je ne crois pas trop, de mon point de vue. 87, il y a un pape qui était ici, Jean-Paul II. Mais à 90,
Mobutu a perdu le pouvoir pratiquement parce que de 90 jusqu'à 96, c'était du bricolage. Il n'y avait plus rien. La démocratie l'a emporté, il n'y avait rien. Qu'est-ce que je peux encore attendre? Je n'entends pas quelque chose de fondamental. Moi, je n'entends rien. Pour l'Église catholique, oui, ça renforce beaucoup de choses. La question de l'Est, avec la présence toujours du M23. Si nous évoquons cette question aujourd'hui, c'est parce que je dois vous rappeler ici que le 23 novembre 2022, dernièrement, nous avons signé la feuille de route du mini-sommet de Luanda, le 23 novembre 2022. Dans cette feuille de route, il y a eu des recommandations fortes prises. 1. Dans 48 heures, le M23 devrait se désarmer et se retirer maintenant de ses positions qu'il occupait. Et le 30 novembre, le M23 absolument devrait rentrer dans ses positions initiales et désarmer, bien entendu. Et il serait encadré par les FARDC, la force régionale et la MONUSCO. Le 2 décembre, on connaîtrait le retour de réfugiés de ces Congolais qui ont fui leur village parce qu'il y a eu présence de M23. À son temps, je vous disais, mais il est techniquement difficile à pouvoir réussir un tel plan. Comment des gens qui avaient les armes, vous allez les désarmer, vous n'allez pas les désarmer, vous les demandez volontairement de laisser les armes, allez maintenant se regrouper quelque part, accepter que les gens contre qui ils se battaient puissent les protéger. Mais ils seraient tués tous. J'ai fait ces analyses la fois passée. Je ne voyais pas comment on pouvait réussir une telle opération. Nous y sommes. Le M23 ne s'est pas retiré. Les 48 heures qu'on avait données, pourquoi la force régionale qui avait dit que si le M23 ne se retirait pas, elle va l'attaquer? Pourquoi cette force n'attaque pas jusqu'ici? Pourquoi jusqu'ici il n'y a pas une action conjointe entre la force régionale, la MONUSCO et les FARDC pour attaquer maintenant le M23 qui n'a pas respecté cette feuille de route? Et alors vous allez comprendre, nous allons retomber maintenant à l'esprit de l'accord signé le 23 mars 2009 entre le gouvernement congolais à l'époque sous régime de Kabila et le CNDP. Qu'est-ce qui est dit dans cet accord? Je vous épargne d'autres dispositions, mais au moins la nécessité, je crois que c'est l'article 15, de la création d'une zone neutre. On parlait d'une zone sinistrée. Cet accord du 23 mars 2009 sera renforcé toujours sous régime Kabila. Cette fois-ci avec un autre ministre, ici c'est Raymond Tshibanda, qui sera signé à Kampala le 11 novembre 2013. Et alors que le 5 novembre, on a prétendu avoir défait le M23. Mais le 11 novembre 2013, on va signer l'accord de Kampala. Quand vous prenez cet accord, cette disposition de la création de la zone sinistrée ou neutre renaît. Comme si cela ne suffisait pas, le 12 décembre 2013, mais finalement, Pascal, je vais dire combien de fois, on va se retrouver à Nairobi. À Nairobi, cette disposition revient encore. On va faire 3 déclarations. Le gouvernement congolais, toujours avec Raymond Tshibanda, le M23 et les facilitateurs. Ici, il y avait le président Yoweri Museveni. Et alors qu'il est impliqué, on l'appelle facilitateur dans le cas d'espèce là. Mais en présence du secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, on revient sur cette problématique. Le contenu reste pratiquement le même.
Quelle naïveté pour les Congolais à l'époque. Non, ce n'était pas la naïveté, mais c'était une complicité pratiquement. C'était la complicité des Congolais. Pourquoi on a pu accepter à poser des signatures sur de tels documents? C'est une complicité. Aujourd'hui, nous sommes rattrapés. J'entends jusqu'ici, curieusement, que les gens comprennent, les gens ne parviennent pas à comprendre. Quelle est la faute de Tshisekedi? Excusez que je l'appelle ici, sinon du président de la République aujourd'hui. Nulle part. Au contraire. Au contraire. Au contraire. Il y a un engagement à contourner tout ce qui a été comme piège contre le pays. Et c'est là que vous voyez Paul Kagame commencer à s'agiter. Au départ, il était confiant, il était sûr de lui, parce qu'il avait infiltré la RDC. Il était pratiquement dans tous les services. Lorsqu'il comprend aujourd'hui qu'il y a un autre élan patriotique congolais, et voilà, il se sent mal à l'aise. Mais ils ont piégé le pays de cette manière. Il y a des accords qui ont lié le pays. Ces accords ont suffisamment lié le pays. Et voilà, nous sommes là. Est-ce qu'on peut attendre quelque chose de cette force régionale? Je dis non. Moi, de mon point de vue, je n'entends plus rien. En tout cas, rien du tout. Ça, c'est mon point de vue. Est-ce qu'elle ne va pas nous causer du tort demain? Je dis c'est fort possible. C'est fort possible que cette force nous cause du tort. Parce que sa présence ne nous permettra pas de faire notre jeu de défense normalement. Et quelle sera la conséquence? Et voilà la conséquence, il risquerait qu'on retombe sur l'application de cette disposition qui est transitée par tous les accords, tous les textes, la création d'une zone sinistrée ou la création d'une zone tampon. Et maintenant, d'autres vont plus loin pour me dire quelle est la conséquence de la création d'une zone tampon. La conséquence, c'est qu'on va nous dépouiller du pouvoir d'État à pouvoir administrer cette partie-là. Elle sera autonome avec prétexte d'éviter ou de mettre un terme au conflit et aux tensions et aux meurtres. Et pour qu'on facilite le développement, ça veut dire nous dessaisir de cette partie. Et voilà comment, quelque part, les gens parlent de la balkanisation indirecte. On parle de la balkanisation indirecte. Est-ce qu'ils vont y parvenir? Je dis ce qui n'est pas facile. Je ne dis pas non plus impossible. Ce n'est pas facile parce que l'âme congolaise, elle est unie. Elle est unie. L'âme congolaise, elle est unie. Pour la séparer à ce jour, même ceux qui conçoivent ces plans savent que ce n'est pas facile. Heureusement pour nous, je parle bien pour le pays, heureusement que nous avons Félix Antoine Tshisekedi aujourd'hui à la tête du pays comme président de la République. Donc sur cette question, en tout cas sans état d'âme, je parle du sacrifice. Et ce n'est que chose normale pour un frère congolais. Maintenant, c'est l'armée à pouvoir l'accompagner, à pouvoir les protéger. Mais les infiltrations sont toujours là. Et ce qui fait que vous entendez quelquefois un petit village là, le M23 prend. Pourquoi? Parce que les infiltrations sont toujours là. Ayant compris que ce n'est pas facile, on commence à tenter même à sa vie. Il faut tout faire pour l'éliminer. Vous n'allez pas réussir, vous n'allez pas l'éliminer. Ça ne marchera pas. Vous aviez réussi hier avec Laurent Désiré Kabila. Il avait votre dette. Ça pouvait passer parce qu'il avait votre dette. C'est vous qui l'aviez facilité pour avoir le pouvoir jusqu'ici. Mais avec celui qui est au pouvoir aujourd'hui, il n'a pas votre dette. Ça ne passera pas. La sorcellerie passe lorsque quelqu'un a pu toucher à quelque chose dissocié. Mais lui n'a rien touché pour vous ou par vous. Ça ne marchera pas. Et voilà pourquoi, chaque Congolais, nous devons maintenant, comme je le dis, à travers nos âmes, faire une transcendance.
de façon que nous soyons plus unis à la cause de la nation, pour que tout plan pensé par le Rwanda et les autres ne réussisse jamais. Et je sais que ça ne réussira jamais. Et voilà. Je peux vous dire que nous sommes à la fin de l'émission. Et donc, vous allez comprendre ici qu'avec la force régionale, le Kenya, tout ce qu'il fait là, je suis du côté du Congo. Moi, Pascal, je ne suis pas convaincu. Ce langage, c'est un langage d'affaiblissement. Et nous allons croire que nous avons un partenaire sincère, alors qu'en réalité, il est en train de faire son jeu pour réussir le coup. Et voilà pourquoi nous devons plutôt, nous mesurer, prendre notre propre engagement à pouvoir atteindre notre propre objectif. Celui de récupérer nos territoires occupés illégalement par ces envahisseurs. Est-ce que nous sommes en mesure de le faire? Je dis oui. Question du temps, question d'une bonne organisation, question d'être à mesure de détecter ces infiltrés qui sont encore là. Que ce travail soit fait correctement. Merci. À la prochaine. Je serais moi que vous m'aviez beaucoup manqué, mais on est là, on est ensemble. Merci beaucoup.